Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode et épisode un petit peu différent où on va parler d'un sujet où cette fois c'est plutôt l'un de nous qui va être expert parce que moi je vais jouer la personne qui va interviewer Laure parce que aujourd'hui je n'y connais pas grand-chose sur ce sujet, je vais vous dire le sujet dans un instant, mais je n'y connais pas grand-chose et elle y connaît quand même pas mal de choses puisque c'est aussi le sujet qu'elle a eu qu'elle a fait dans son mémoire de fin d'études de psychologie, puisque maintenant, Laure, est-ce que c'est officiel, tu es psychologue aujourd'hui, ou il reste encore un petit détail, ou comment on Alors, est? c'est officiel parce que les jurys sont passés là début juillet, mais j'attends encore le Super. papier. Voilà, il me Ah, manque plus le que le papier. papier. Plus que Il le manque plus que papier. le papier. Super. Donc voilà, pour la fin de ses études, elle a fait un mémoire sur le thème, et je vais te laisser nous dire le thème de ton mémoire ainsi que le thème d'aujourd'hui pour le podcast, puisque on va en parler. Tout à fait. Alors, je vais pas vous dire le titre exact, hein, on va essayer des termes, voilà, qui soient pas trop techniques pour pas vous perdre dès le début quand même. Mais en gros, l'idée, c'est que j'ai fait un mémoire de recherche sur comment accompagner, d'une manière psychologique, un accompagnement psychologique des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui sont en même temps en parcours judiciaire, donc qui ont soit porté plainte ou qui veulent porter plainte et qui se posent des questions. Et donc la grande question, c'est comment les accompagner au mieux en prenant en compte cette double réalité de les conséquences psychologiques des violences sexuelles et les conséquences psychologiques du parcours judiciaire. Génial. Donc là, vraiment, le but aujourd'hui, c'est pas de faire quelque chose d'ultra technique, ultra compliqué, etc. On va rester, parce que moi, clairement, aujourd'hui, ça va être vraiment, je découvre en même temps que vous tous. Donc, j'espère poser des questions qui sont celles que vous vous posez. Sinon, vous n'hésitez pas à nous en faire Mm. part dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On met toujours tous nos réseaux en dessous dans la description. Mais n'hésitez pas à nous faire des retours, poser des questions si vous avez des questions complémentaires, ou alors contacter Laure directement Mm. si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, que vous avez vécu ce type de traumatisme ou que vous avez envie de comprendre mieux, d'avancer dans ce processus-là. Je pense que la personne qui sera la plus apte à vous renseigner sera Laure directement, donc n'hésitez pas à la contacter. En attendant, nous, on va se lancer dans ce sujet un peu spécial, qui va être peut-être un sujet un petit peu plus dur pour certaines Ouais. personnes, donc n'hésitez pas à écouter ce podcast en fonction de votre sensibilité. Mm, mm, mm. Mais on va rester très soft, hein. Le but, c'est pas de rentrer dans des grandes études de cas ou des choses comme ça, il me semble. Ouais, oui, on va pas aller dans les détails, mais on va parler de sujets qui peuvent raviver certaines choses. Donc Voilà, voilà. À savoir, à vous tenir prêt ou prête. exactement. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas concerné directement que Mm, c'est un sujet qui n'est pas intéressant pour vous. Typiquement, pour moi, ça va être vraiment très éducationnel et je mm, pense que c'est un sujet qui mérite d'être mieux compris, mieux connu, parce que je pense qu'il y a une grande zone d'ombre sur ce parcours, sur les choses qu'on peut, qui vont se faire, comment ça va se passer, et puis les personnes, tu me dis si je te raconte n'importe quoi, hein, vraiment, mais je pense que quand on est dans ce processus-là, la première chose qu'on doit se demander, c'est que et qui doit faire peur, c'est qu'on n'y connaît pas grand-chose, en mm. fait, nous, grand public, de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est un petit peu la boîte ouverte à beaucoup d'imaginaire, à beaucoup d'inconnus, d'incertitudes. Et j'espère qu'avec cet épisode d'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir mettre un peu Mm, en lumière ce processus pour qu'il soit plus ancré dans la réalité et que ça soit plus clair pour tout le monde, que ça soit mm. des personnes qui aient vécu ce genre de situation, ou simplement d'autres personnes aussi qui pourraient mieux comprendre le processus et accompagner peut-être des proches, etc., qui auraient pu vivre ça en le comprenant mieux, tout simplement. Ouais. Sachant que là, moi, je m'étais focalisée dans mon mémoire sur les personnes victimes de violences sexuelles, mais en soi, ce dont je vais parler, sur la procédure judiciaire, sur les besoins des victimes, en fait, toute victime, toute personne qui aurait vécu agression, par exemple un vol ou autre type de violence, peut se sentir concernée et ça peut être aussi aidant pour ces personnes-là. Donc, je vais quand même
donner quelque chose, quelques informations plus spécifiques pour les victimes de violences sexuelles, parce qu'il y a quand même des choses un peu plus particulières. Mais en dehors de ça, ça peut servir à tout le monde. Donc je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Si c'est pas trop ennuyeux. On verra. Voilà. Non, je rigole. Ça va être super. On est parti d'ailleurs. Et est-ce que tu peux un petit peu nous poser le cadre déjà de... euh, peut-être on va faire ça un petit peu en mode réflexion jeu de rôle de, ok, déjà, qu'est-ce que ces personnes ont vécu quand elles rentrent dans ce processus? Quelles sont leurs problématiques? Dans quelle situation elles sont? Elles ont même peut-être pas encore commencé leur processus judiciaire. Elles ont vécu une agression sexuelle, on pourrait dire, mais peut-être ça peut paraître flou Mhm. pour certains. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est un mot qui est tout de suite très tabou. On a un peu de peine à le définir. Je pense que c'est assez clair dans ce qu'on dit, mais finalement, j'ai l'impression qu'au niveau du grand public, ça l'est pas forcément Mm. tant que ça. Et est-ce que tu pourrais nous poser un petit peu les bases déjà de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on parle de violence sexuelle, ça comprend plusieurs types à l'intérieur. Mais on va prendre la définition globale, donc c'est ce qui est actuellement dans la loi, sachant que ça va changer. Je vais en reparler un petit peu après, Mhm. mais là on enregistre le podcast, on est en juillet 2025, donc ça risque de changer d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est considéré comme une violence sexuelle, c'est tout acte sexuel qui est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ok. Donc c'est vraiment les critères qui vont définir qu'on est dans une violence sexuelle. Et donc, quand on veut dire, par exemple, menace, ça va être, on va avertir la victime de représailles si elle fait pas ce qu'on lui demande. La surprise, c'est, par exemple, la personne, elle dort ou la personne, vous la touchez et elle s'y attendait pas, vous lui avez pas demandé si elle était d'accord ou pas. Ça peut être aussi, elle est sous l'effet de l'alcool. Euh, Mhm. Ça peut être aussi, enfin, tout ce qui va être imposé, un comportement sans prévenir la personne au préalable. Euh, et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de violences. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de chacune, mais juste pour vous, que vous identifiez un petit peu, par exemple, on va parler d'agression sexuelle quand c'est une personne qui va toucher une partie intime du corps de la personne, à nouveau, soit sous violence, contrainte, menace ou surprise. Et ce qu'on appelle un viol, c'est quand il y a pénétration, en fait. Et ça peut être aussi bucco-génital. On parle aussi de harcèlement sexuel, de voyeurisme, d'exhibition sexuelle. Voilà, donc il y a plusieurs catégories. Et en fait, là récemment, donc il y a une loi qui a été votée en juin dernier qui change la définition en introduisant la notion de consentement. Ok. Et donc le consentement, tout simplement, c'est une action de donner son accord ou pas. Ouais. Donc en fait, ce que ça implique, c'est qu'on va sortir un peu de la vision de tout ce qui est violence sexuelle, c'est forcément lié à une violence ou à des menaces. Là, on est vraiment sur le consentement qui est est-ce que la victime a donné son accord d'une Mhm. manière libre, donc là sans contrainte, éclairée avec toutes les informations nécessaires, spécifiques. Ça veut dire que c'est pas parce que la victime a dit oui pour, je sais pas, par exemple, une caresse, que elle dit oui pour le reste, pour autre Ouais. chose, et elle peut aussi changer d'avis. Et donc ça va se faire, je pense, d'ici l'automne, là, prochain. Ça va être vraiment inscrit dans la loi. Et donc ça va changer, je pense, pas mal de choses sur la manière aussi de définir les violences. Mais voilà, c'était juste pour faire un Ok. petit point sur qu'est-ce que sont les violences sexuelles, comment c'est défini par la loi. Euh, Super. Bah écoute, c'est déjà nickel, comme ça on a déjà un peu de contexte. Et comment on va parler un petit peu de tout ce processus, de comment l'accompagner, etc. Moi, je trouverais sympa qu'on puisse parler un petit peu de comment, dans quel état peuvent être un petit peu les victimes mm, avant de oui. commencer ce processus. Qu'est-ce qui, quels sont peut-être les challenges, les peurs qui peuvent venir? Parce que bah, déjà, il nous est arrivé une agression, donc Mm. avec toutes ces implications que ça peut avoir sur sa psyché, sur son physique, etc. Et ensuite, bah, il y a cette grande question que beaucoup se posent, c'est qu'après, il y a
pas forcément tout le monde qui veut rentrer dans un processus Mmh. légal, etc. Il y a plein de questionnements qui peuvent Ouais. arriver comme ça, et je trouverais un petit peu intéressant pour ceux qui ne l'ont pas Mmh. vécu, d'essayer d'apporter peut-être un petit peu de compréhension, ce qui est, je pense vraiment que plus on comprend les choses que peuvent vivre d'autres personnes, plus ça nous permet aussi de faire preuve de compassion, d'écoute, etc. Donc Mmh. peut-être est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui auraient jamais vécu ça ou Mmh. compris, enfin peu importe, mais comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Un Alors il y petit a peu. énormément de conséquences psychologiques, mais aussi physiques, hein, Mhm, liées aux violences sexuelles. Alors je vais pas toutes les nommer, mais c'est important quand même de le rappeler que c'est pas anodin et que ça peut traumatiser une personne. D'avoir vécu des violences sexuelles. Je dis ça parce que culturellement, parfois, on entend oh, mais c'est bon, je vais toucher les seins, mais c'était pour rigoler. Bah, en fait, non, c'est pas drôle, c'est une agression sexuelle et ça peut traumatiser une personne. mhm. Donc, le trouble de stress post-traumatique dont on avait parlé dans un autre épisode, donc je vais pas Tout à fait. le redéfinir ici, mais si ça vous intéresse, je sais plus lequel c'était, mais c'est écrit, c'est sur les traumas. Ouais. Donc ça, c'est une des conséquences qu'on retrouve le plus chez les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, que ce soit durant l'enfance, à l'adolescence ou une fois adulte. On retrouve aussi des personnes qui peuvent tomber en dépression liées Mhm, à ce genre d'actes. On a aussi des troubles anxieux qui peuvent se développer, donc des personnes qui vont par exemple ne plus oser sortir parce que on les a agressées sexuellement et donc elles ont peur que ça se reproduise. Et donc en état comme ça d'hypervigilance, des personnes aussi qui peuvent avoir de l'anxiété sociale, de plus oser parler aux gens ou aborder quelqu'un parce que la personne, enfin les êtres humains sont devenus une menace. ouais. Euh, des troubles aussi du comportement alimentaire, qu'on retrouve aussi beaucoup chez les femmes, les adolescentes, qui ont aussi vécu des violences sexuelles. Et puis beaucoup aussi de sentiments de honte, culpabilité, un impact important sur l'estime de soi. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui est... Alors ça peut être présent chez tout type de victimes, mais c'est quand même beaucoup plus présent chez les personnes victimes de violences sexuelles. La notion de honte et de culpabilité. Ok. Le fait de se sentir coupable de ce qui est arrivé. C'est aussi, il y a aussi une dimension sociétale avec tous les stéréotypes, hein, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que les victimes ont des difficultés à parler. Tu parlais tout de suite là que c'était parfois on n'osait pas en parler ou que d'entamer un processus comme ça c'était difficile. Mais parce qu'en fait il y a tellement de honte, de culpabilité que ça limite en fait la parole et on ne sait pas comment ça va être reçu en face aussi. C'est ça aussi qui peut être difficile. Quand tu dis en face, tu veux dire la famille, les Ouais, ça peut proches? être, ouais, tout à fait. Ça peut être la famille, ça peut être les proches, ça peut être, enfin, ça dépend à qui on a envie d'en parler, hein, mais pas que Mhm. simplement que les institutions, quoi. Hmm, Euh, carrément, ouais. D'ailleurs, il y a un concept, alors je vais en parler maintenant Ouais, puisque vas-y. on est là-dessus, qui s'appelle la victimisation secondaire. Ok, alors définis tout ça un petit peu. Ouais. Donc la victimisation secondaire, c'est la souffrance supplémentaire qu'une victime va ressentir suite à la réaction qu'a eu une personne par rapport à ce qu'elle lui dit ou ce qu'elle a vécu. Ok, donc en fait, il y a eu la première partie qui est déjà un trauma, qui est l'agression en Exactement. elle-même, et après, la manière dont c'est reçu, vu par les autres, etc., peut créer une deuxième vague de problèmes, on va dire, c'est ça. Exactement, tout à Ok, fait. C'est pour ça qu'on parle de secondaire, parce qu'en fait, la primaire, ce serait l'acte lui-même. Donc là, c'est ouais. on est dans la violence sexuelle, donc par exemple l'agression sexuelle, ça c'est la première Mhm. victimisation. Et on appelle seconde, donc victimisation secondaire, celle qui va venir en fait rajouter, Ouais, qui rajoute à l'autre et qui est en accumulation. Et en fait, cette victimisation secondaire, on en a entendu un peu plus parler là récemment dans le cas des institutions, et je reviendrai dessus après, notamment avec l'affaire de Gérard Depardieu, puisque l'avocat a été condamné pour cause de victimisation secondaire. Mais ok. ça peut être aussi chez les proches, en fait. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais la réaction des proches, la réaction de l'entourage,
Ouais, va pouvoir créer chez la personne une victimisation secondaire et ça va amplifier sa détresse qui était déjà là, en fait. Donc il faut savoir que vous avez une personne qui a vécu un événement potentiellement traumatique, donc qui peut avoir des signes du trauma liés à ce qu'elle a vécu, une souffrance psychologique importante. Et là, on vient rajouter à sa souffrance initiale une autre souffrance parce que les personnes ne répondent pas d'une manière adaptée à ce que la personne aurait eu besoin. tout à fait, ouais. Et ça, alors je dis pas ça pour blâmer hein, l'entourage, hein, parce que ça peut être difficile. Parfois, on ne sait pas comment répondre, parfois, on ne sait pas Mhm. quoi faire, et parfois, on peut être Totalement. maladroit. En essayant de bien faire, de bien dire des choses, parfois, on peut mal faire, entre guillemets. Mais c'est pour prendre conscience, en fait, que c'est pas anodin la manière dont vous allez réagir, répondre à une personne de votre entourage qui vous dit qu'elle a vécu une agression ou qu'elle vous dit qu'il y a un tel ou un tel dans la famille ou le collègue que vous connaissez, vous, depuis 10 ans, qui lui a fait du mal. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as justement des petites astuces, je dirais vraiment appeler ça des astuces, je sais pas, mais des conseils plutôt de comment est-ce qu'on pourrait réagir dans ce cas si quelqu'un vient se confier à, à nous, un proche, etc. Comment est-ce qu'on peut réagir d'une manière qui va peut-être être la plus saine possible? On ne pourra jamais être parfait, Mhm, c'est quelque mhm, chose qui est difficile, mais déjà de comprendre un petit peu, d'avoir un petit peu une réflexion sur peut-être des bons, des mauvais comportements qu'on pourrait avoir, ça peut aider un petit peu parce que je pense que, comme tu le dis, beaucoup de gens ne veulent pas forcément faire mhm. mal, mais comme c'est un sujet qui est extrêmement tabou, je pense, dans notre Ouais. société, et que il est tabou pour les victimes, mais il est tabou aussi pour tout le monde. Donc, le réflexe, c'est personne ne veut en parler, Mm, tout le monde veut faire l'autruche. Et des fois, comme on sait vraiment pas du tout quoi faire, peut-être que certaines personnes pourraient se dire c'est plus simple de juste mettre ça sous le tapis, mm. parce qu'on sait pas comment réagir. Donc, est-ce que tu aurais peut-être un petit peu des choses qui pourraient améliorer ça? Alors, première chose, moi je dirais, c'est de demander déjà à la personne ce dont elle a besoin. Ok? C'est-à-dire que avant d'imposer entre guillemets sa manière de faire, c'est de lui demander, bah écoute, là, est-ce que tu as besoin que je t'écoute? Est-ce que tu as besoin que je te donne un conseil? Est-ce que tu as juste besoin que je me taise et te laisser parler? Ou est-ce que c'est trop dur pour toi de parler et donc je vais juste être là, à côté de toi, là, on va passer 1 heure, 2 heures ensemble. Ou est-ce que tu veux un câlin? Enfin, vraiment, Hmm. de se mettre à la hauteur de la personne et de partir de ses besoins. Ça, c'est important. Et si vous savez pas comment faire, il y a aucune honte. Ça peut arriver, voilà. Même vous pouvez être une super amie, un super ami, une super mère, un super père. Bah, peut-être que vous n'allez pas savoir comment accueillir la parole ou que vous n'êtes pas prêt ou que c'est trop pour vous parce que peut-être que vous aussi vous avez vécu ça ou vous savez tout simplement pas faire et vous vous sentez pas apte à le faire. C'est de dire en fait à la personne, de lui dire bah là écoute, je peux pas accueillir ta parole, je suis pas la bonne personne là, actuellement pour ça et de l'orienter soit vers des professionnels ou soit vers quelqu'un d'autre avec qui elle pourrait parler, parce que sinon ça risque de faire plus de mal que de bien. Et c'est Ouais, aussi c'est une ça. manière à vous de vous protéger, parce que peut-être que vous aussi vous avez vécu des choses difficiles et que d'entendre une amie vous en parler, ça va encore plus remuer des choses. Donc de reconnaître aussi ses limites et de Hmm. les exprimer. En fait, c'est aussi de les exprimer. Tu disais tout à l'heure, on va pas, on met ça sous le tapis, on va pas en parler. Mais en fait, c'est parfois parce que les gens, ça leur ferait trop de mal Ouais. d'accueillir cette parole-là. C'est pas parce Hmm. qu'ils sont pas empathiques ou c'est parce qu'ils s'en foutent ou Non, qu'ils c'est croient pas dur. forcément. Voilà, parce que c'est dur. Et du coup, d'expliquer à la personne voilà, que c'est trop dur pour vous, que ça n'a rien à voir avec elle. Et ça, c'est important pour pas que la personne en face se culpabilise, hein, parce qu'elle est déjà dans la culpabilité, dans la honte, que ça n'a rien à voir avec elle, que c'est vraiment vous. Et que là, pour l'instant, c'est pas possible pour vous. Mais par contre, vous pouvez être présent physiquement pour autre chose. Vraiment, rien que la présence, même si vous n'avez pas les mots justes, si vous savez pas quoi dire, juste le fait de lui dire bah, je suis là, voilà, je suis là. Si tu as besoin, je suis là. Je saurais peut-être pas voilà, comment t'aider, mais en tout cas, sache que t'es pas seul. Donc ce genre de phrase-là. Donc je suis là, tu n'es pas seul. Et donc ça va permettre à la personne de répondre à son besoin de soutien aussi, de réconfort. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, si on s'appuie sur les besoins de la personne. Mhm.
Après, ça peut être aussi, enfin ça, c'est comment dire, des lignes, des guidelines. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je Ouais. cherchais, un petit peu à suivre, de pas minimiser ses propos. Ça, c'est super important. De pas lui dire par exemple: «Oh mais c'est bon, moi l'autre C'était qu'une jour, main au cul. voilà, c'était qu'une main au cul». Voilà. «C'est bon, c'était qu'une main au cul. Oh mais t'es trop sensible aussi toi, Ouais. oh franchement, j'ai vécu pire», voilà. Pas être dans la minimisation parce que là, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, la personne, elle va se sentir encore plus honteuse de ce qu'elle est, de base. Elle va se sentir, encore plus isolée, encore plus seule et puis elle va plus, vouloir, rechercher de l'aide. Parce que si on lui Mhm. répond ça, elle va se dire: «Bah, ça vaut pas le coup, en fait». Donc Oui, elle si va c'est pas si grave visiblement, donc ça vaut pas de voilà, l'aide. Ça change pas comment je me exactement. sens, Voilà, mais voilà, c'est... Ouais, ok. exactement. Donc de pas minimiser, de pas non plus retourner, l'accusation. Parce qu'il y en a qui disent, «Ah ouais, mais tu l'as peut-être cherché aussi un peu». Ouais, T'es pas vraiment la victime, t'es celui qui a provoqué. voilà. Ok. Ou le fameux, «Oui, mais tu vu comment tu étais habillée?» Mmh. Mm. Ça qu'on retrouve beaucoup, dans les violences sexuelles. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les violences sexuelles, c'est encore plus particulier parce que, par exemple, si quelqu'un, vous dit: «Ah, j'ai été cambriolé l'autre jour», il y a très peu de chances qu'on vous dise: «Ah, mais tu l'as cherché aussi, tu avais qu'à pas acheter ça chez toi, franchement, voilà». Très bon parallèle. Voilà. En général, quand on fait ce genre de métaphore, les gens se disent: «Ah ouais, ouais, quand même, ouais». Ouais, vu comme Mmh ça, Vu effectivement, comme il ça. y a peut-être du sens dans ce que tu dis. Donc voilà, de pas retourner la faute sur la personne, et plutôt lui dire que, vous croyez ses ressentis, voilà, que vous êtes là pour elle, que, ses ressentis sont aussi légitimes, voilà, que ce qu'elle ressent, c'est légitime et donc là, on touche au besoin de reconnaissance aussi, parce que ça, c'est super important, reconnaître aussi la parole de Mhm. la personne, parce que c'est aussi en reconnaissant sa parole qu'elle va aussi se reconnaître soi-même. Enfin, ça peut contribuer aussi. Je pense que là, il y a pas mal de choses que j'ai évoquées. Non, c'est Peut-être des bien. questions en plus sur ça? Non, non, c'est bien. Je pense que c'est important de comprendre un petit peu ce qu'on peut pas faire, etc., ce qui est Mm, des bons comportements. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que c'est important que on comprenne tous qu'on a des limites, mm, qu'on n'est pas formé à ça. Et que même si on est un proche, comme tu disais, ami, conjoint, parent, peu importe, c'est peut-être pas le fait qu'on est la plus proche de la personne qui veut mm, forcément dire qu'on est la meilleure personne pour l'accompagner. mm, Et c'est OK, en fait. Ça fait pas de la personne un mauvais parent, un mauvais ami ou quoi que ce soit. Du moment que c'est communiqué et que c'est pas une fuite, tu vois, genre juste de dire genre non, tais-toi, je veux pas savoir. mm, Il y a la manière évidemment de le faire, qu'il y a personne en face qui souffre, mais c'est OK si pour X raisons, vous n'êtes pas capable d'encaisser ce genre de paroles ou mm, d'accompagnement, etc. Faites ce que vous pouvez et mm, communiquez mm, mm, en disant, bah, moi, je peux pas être là pour ça, mais je peux être là pour ça. Essayer de communiquer correctement. Voilà, je peux pas t'écouter sur ce qui s'est passé, ce genre de choses. Je n'arrive pas et je vais mm, le faire d'une manière qui sera une manière qui va pas être la bonne. Euh, Par contre, comme tu disais, je suis là, je reste auprès de toi, voilà, mm, je peux faire cette partie sans problème. C'est important, je pense aussi, parce qu'on a tendance à se dire mm, si c'est où je dois le faire parfait ou je peux pas le mm, faire du tout. Tu mm, vois, mm, c'est un petit peu aussi notre protection de chaque personne. On a tendance à tout de suite se dire, je sais pas, la première réaction, j'ai l'impression des gens, j'ai pas l'impression qu'elle soit méchante, mais elle est très instinctive de c'est plus simple si je repousse le truc. mm, Il y a quand même une espèce d'instinct de protection, j'ai l'impression, des gens qui sont
autour des victimes. Je Oui, sais parce pas que si c'est c'est vrai pas ou si, pas, si, hein, si, mais mais c'est parce que c'est dur à entendre, c'est ça, il y a quelque ce chose genre de choses. qui est vraiment dur. Surtout que, quand même, dans la majorité des cas, dans les violences sexuelles, c'est des personnes, dans l'entourage qu'on connaît. En plus. Et du coup, il y a certaines vérités que on veut pas forcément entendre. Et donc parfois, automatiquement, ça peut être: «Oh mais non, mais lui, il aurait jamais fait ça, je le connais», bah, c'est pas parce que tu le connais qu'il est pas capable de Ouais. faire ça, tu vois? Si la personne en face, elle t'exprime ça, c'est que y a peut-être quelque chose derrière, quoi. Mm. C'est vrai qu'il peut y Hem, avoir des biais cognitifs aussi chez les autres ouais. personnes, de déni, Mmh. de... Oui, c'est une manière de se protéger, hein. Ouais. C'est pour se protéger soi-même. Après, je voudrais dire aussi aux Mhm. personnes victimes qui parlent de ce qu'elles ont vécu, de vous dire qu'il y aura forcément des personnes qui seront pas prêtes à accueillir ce que vous allez Ouais, leur c'est dire. ça. Et en fait, on peut pas non plus les forcer. C'est-à-dire que il y a aussi des personnes, vous savez que si vous leur dites, ça va faire plus de mal que de bien. Et ça peut être des gens de votre entourage, ça peut être des gens super proches, ça peut être vos parents, mais en fait, pour X raisons, ils sont pas dans la capacité d'accueillir votre parole. Mm. Et aussi difficile que ce soit pour vous, surtout si c'est des gens super proches, parce que c'est des gens avec qui vous partagez des choses et vous avez envie qu'ils vous soutiennent. Mais en fait, il y en a, ils peuvent pas. Et Mm. peut-être que dans plusieurs mois, dans 10 ans, ce sera possible. On n'en sait rien. Peut-être que ce sera jamais possible. Pour certaines Ouais. personnes, ce sera jamais possible. Et dans ces cas-là, c'est de vous tourner vers des personnes qui vont être plus dans la capacité d'accueillir votre parole Ou qui sont formés à le faire. ou qui sont formées à le faire. Ce que j'allais dire, oui, si c'est pas Mm. des personnes de votre entourage, des professionnels, parce qu'en fait, parfois, ça peut vous faire encore plus de mal, en fait. Ouais. Vous allez vous confier à une personne et que bah, vous faites face à un mur et que c'est toujours comme ça. euh, ben en fait, vous pouvez vous sentir encore plus mal que si vous avez rien dit. Ok. Après, voilà, c'est au cas par cas, parce que parfois on peut être aussi surpris hein, par la réaction des gens. Hein. Parfois, il y a des gens Évidemment. qui peuvent, à l'inverse, avoir des réactions auxquelles on ne s'attendait pas et qui sont très aidantes. Mais il y a quand même une réalité qu'il y a certaines personnes voilà, qui ne seront pas dans la capacité d'accueillir votre parole. Et ça ne veut pas dire qu'il faut pas faut vous en parler à personne, ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder pour vous, mais d'aller voir, de vous tourner vers des personnes où il y a plus de probabilité quand même qu'elles puissent être aidantes. Super. Et ensuite, donc là, on est sur la première partie. Voilà, il y a ce besoin d'en parler, de commencer peut-être à se faire accompagner. Et puis, justement, là, on rentre dans la, peut-être pour certaines personnes, dans la partie plus légale. Est-ce Mm. qu'il va y avoir des démarches, porter plainte, commencer à faire un processus judiciaire? Alors évidemment, on n'est pas avocat ou quoi que ce Non, soit, hein, non. donc là, on va parler pas d'un point de vue légal des choses, mais d'un point de vue Ouais. psychologique, de l'accompagnement, de comment les personnes vont se sentir peut-être au fur et à mesure de Mm. ce processus, de comment elles vont être aussi être accompagnées, parce qu'il y a des accompagnements en Ouais. fait, de ce que j'ai compris Mm, mm. durant ces processus-là. C'est pas tout seul, tout seul. Mm, mm. Alors après, il y a peut-être des bonnes et des moins bonnes choses. Je suppose que c'est pas un système Comme parfait, toujours, comme la mais plupart des systèmes, ouais. mais il y a un processus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur qu'est-ce qui va se passer justement d'un point de vue psychologique sur quand on commence à rentrer dans une démarche plus judiciaire, légale, etc. Mm. Alors déjà, juste avant de rentrer dans les Mhm, détails du processus, j'invite aussi les personnes à ne pas forcer quelqu'un à porter plainte. Alors quand je dis forcer, ça veut mhm. dire pousser la personne. Oh, Alors ça peut en discuter, lui conseiller, mais en fait, il faut savoir que quand on vit un événement potentiellement traumatique, on a aussi notre propre temporalité, ouais. notre propre rythme. Et si la personne elle n'est pas prête pour X raisons, c'est pas de la pousser vers ça absolument en fait. Mhm.
c'est qu'elle puisse faire son propre cheminement aussi. Et je dis ça parce qu'il y a des personnes qui... Enfin, j'ai entendu aussi des témoignages hein, de personnes qui vont dire certaines choses un peu en forçant ou en imposant ou en disant par exemple, oh, il faut que tu te confrontes à ton agresseur. Bah non, en fait, c'est pas, il n'y a pas de règles comme ça générales, sachant que les personnes qui portent plainte, elles ont chacune leur raison. Alors il y a la raison évidemment de réparation hein, au niveau aussi de la société. Mhm. Voilà, au niveau réparation de la société. La plupart quand même des personnes qui portent plainte, c'est pour éviter que l'agresseur C'est dans la nature, ouais. reproduise les faits chez quelqu'un d'autre. C'est pour protéger aussi beaucoup, Mhm. pour protéger d'autres personnes. Euh, Parce qu'il faut savoir, et là du coup je vais rentrer plus dans les détails, que le parcours judiciaire, c'est très très lourd psychologiquement. Déjà au niveau temporalité, ça peut prendre des années. Ok. Et il y en a qui décrivent ça comme un parcours de combattant. Donc c'est pas Ça veut tout anodin. dire. Voilà, ça veut tout dire. Et c'est aussi important pour moi de partager tout ce que je partage là, toutes ces informations, parce qu'en fait, souvent, les gens, ils savent pas à quoi s'attendre Exact. quand ils commencent ce genre de procédure. Et j'espère qu'en faisant ce qu'on fait là, avec le podcast et avec tout ce que je peux proposer comme partage d'informations, ça puisse au moins un petit peu aider de se dire que bah voilà, il risque de se passer ça, et du coup de pouvoir mettre en place des choses qui vont permettre de mieux vivre ce processus. Mais pour répondre du coup à ta Non, mais question c'est initiale, important et je suis totalement d'accord avec toi. C'est aussi le but de mm, cet épisode, hein. On s'est un peu posé la question, est-ce que c'était mm, un épisode qui était en alignement avec ce qu'on fait, etc. Et je pense que clairement, la réponse est oui. mm, Et que si ça peut aider juste une personne à mieux comprendre le processus, ouais, je trouve que c'est top. Parce que c'est un mm, truc, honnêtement, les informations, elles sont mm, compliquées à avoir. Je veux dire, ouais, c'est pas un truc qui est connu par tous, non. totalement transparent. Non, je crois qu'on est vraiment dans un truc qui est très opaque. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet-là hein, pour mon mémoire de fin d'études, parce qu'il y a finalement, même au niveau scientifique, hein, dans les Mhm. recherches qui sont faites, il y a beaucoup de recherches faites sur comment bien accompagner de manière psychologique des psychothérapies des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Ok, Mais il y a quasiment rien, je dirais même rien, sur comment accompagner des personnes qui ont vécu des violences et qui sont ouais. en parcours judiciaire. Il y a très peu Ah de ouais, choses sur le parcours judiciaire lui-même. Et ah donc, ouais. j'en parlerai après de moi, ce que j'ai pu identifier qui peut être aidant. Mhm. Mais c'est vraiment un sujet où il y a manque énormément d'informations. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, hyper intéressant, ouais. Ouais. Donc, par rapport à ce que tu me demandais, Mhm. une première étape du parcours, c'est de porter plainte, déjà. Il y a plusieurs manières de porter plainte. Juste pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais soit vous portez plainte directement à la gendarmerie, soit vous pouvez faire une lettre au procureur, ou alors vous portez partie civile. Et en fait, la plainte, elle peut se faire à tout moment. Après, il y a des délais de description en fonction des prescriptions, pardon, en Mhm. fonction de quand ont lieu les faits. Mais en soi, sinon, ça peut se faire à tout moment. Alors, il faut savoir que la plainte, c'est déjà une première étape très prenante psychologiquement. Parce que dans le cadre d'une plainte, vous allez être auditionné. Donc ça veut dire quoi être auditionné? Ça veut dire que vous allez devoir raconter à quelqu'un que vous ne connaissez pas, un officier de police judiciaire juste devant vous, parfois un homme, souvent un homme, ce que vous avez vécu. Donc de devoir raconter votre expérience potentiellement traumatique. Et ça, on sait que ça peut... en plus, s'il n'y a pas le cadre, et c'est quand même le cas encore actuellement, il n'y a pas un cadre très sécurisant, Mhm, mhm, bah, mhm. ça peut aussi créer encore plus de souffrance, encore plus de mal-être. Donc déjà, rien que ça, rien que l'entrée dans le processus peut être retraumatisant. Moi, C'est j'ai déjà des un personnes... challenge, quoi. Ouais, exactement. J'ai des personnes qui m'ont dit, ça, ça les a retraumatisés, en fait. Euh, Ok. Donc, je dis pas ça pour. J'ai pas envie de vous faire peur et de vous dire qu'il Non. faut pas porter plainte. Pas du tout. C'est juste que pour vous dire que ça va être difficile,
mais que c'est possible, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez avoir un soutien, et ça, on en reparlera un peu après. Euh, donc voilà, pour porter plainte, et ça peut se faire aussi si c'est directement après les faits. Si vous appelez, par exemple, vous venez nous faire agresser, vous appelez directement la police. Là, vous allez passer du coup aussi par un examen médico-judiciaire avec un Ouais. médecin légiste. Et là aussi, ça peut être prenant psychologiquement. Mais en général, là, il y a des psychologues qui sont quand même là présents Ok. sur les centres d'examen. Donc une fois que vous avez porté plainte, ah, important, normalement, il y a un procès-verbal qui doit être fait de la plainte et vous pouvez le récupérer. Vous devez le récupérer. Donc si jamais ils ne le donnent pas, parce que j'ai eu plein de fois où les officiers, les officiers de police judiciaire ne l'ont pas donné, parce qu'ils ont oublié, hein, c'est pas forcément parce qu'ils n'avaient pas envie, Ouais, tout à fait. euh, demandez-le. Parce que ça peut, déjà, ça vous permet de voir un petit peu ce qui a été noté. Et puis ça permet après pour la suite, notamment si vous prenez un avocat, de pouvoir du coup bien préparer aussi la suite. Donc, première étape, on porte plainte. Ce qui va se passer, c'est qu'après la plainte, il y a une enquête qui va commencer, Ok. faite par les gendarmes. Et dans le cadre de cette enquête, il peut y avoir plusieurs actions, dont une qui est souvent celle qui est la plus difficile, c'est la confrontation avec l'agresseur. Ok. Ça, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas systématique ou si? Bah, s'ils peuvent le retrouver, si. Ok. Alors, il faudra vérifier si jamais il y a des juristes ou des, Oui, tout à des fait. avocats qui nous écoutent. Pour moi, c'est systématique, mais voilà, à revérifier. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, on vous auditionne, donc on vous fait un entretien pour vous expliquer les faits. Ensuite, ils vont convoquer la personne s'ils arrivent à la retrouver, s'ils savent qui c'est. Bon, pareil, ils vont l'interroger. Ils vont aussi auditionner des témoins, s'il y a des témoins. Et donc, une fois qu'il y a tout ça qui est fait, on confronte les deux versions de l'histoire, en fait. Bien. À savoir que selon les faits et selon les types de plaintes, parfois il y a des preuves entre guillemets directes, comme par exemple si vous avez reçu des coups, donc physiques, ou si vous avez été directement après l'agression faire un examen médico-légal. Parfois non, surtout si c'est des choses qui se sont passées dans l'enfance. Ouais. Donc si la personne en face, elle nie les faits, si l'agresseur présumé, elle nie les faits, ben en fait vous allez vous retrouver à la confrontation, c'est parole contre parole en fait. Et ça peut être très dur, du coup, pour les victimes, de se retrouver en face déjà de la personne qui les ont agressés, qui l'a agressé, et de voir son discours, en fait, si la personne nie les faits, et parfois retourner à nouveau, de dire oui, mais c'est toi qui voulais, t'as provoqué. Euh, donc ça aussi, c'est à s'attendre à ça, ce genre de discours. Et parfois, c'est aussi les policiers. Je vous parlais tout à l'heure de la victimisation secondaire de l'entourage, mais on le retrouve aussi chez les institutions. Donc, par exemple, vous portez plainte ou vous êtes en confrontation, et puis il y a des policiers qui vous disent, ouais, mais bon, vous êtes sûr que c'était vraiment une agression? Ouais, mais là, en même temps, comment vous étiez habillé, mais vous l'avez pas cherché un peu? Vous êtes sûr que vous avez bien compris ce qui s'est passé? Vous êtes sûr que vous vouliez pas le faire? Panne. Enfin, donc là, on retrouve le côté minimisation, le côté retournement, bah, c'est peut-être un peu de votre faute. Et ça, venant de la part d'une institution qui est censée protéger les citoyens, ça a aussi un impact fort Oui, psychologiquement. ça peut être vu comme une trahison, comme. Exactement. Et ben il y a des personnes qui m'ont parlé de ça, qui ont vécu ça comme une trahison, un sentiment d'abandon Mhm. aussi. Euh, et en fait, après, bah, tu m'étonnes que les personnes veulent plus porter plainte ou veulent plus demander de l'aide. En même temps, Oui, si elles je veux sont bien traitées croire. comme ça, et à nouveau, ça peut retraumatiser, ça peut augmenter la souffrance psychologique. Les personnes qui... En fait, ça peut vraiment alourdir l'état psychologique des personnes. Parce que déjà qu'elles sont dans un état de vulnérabilité, Ouais. bah, tu rajoutes ça, tu peux finir en dépression, il y en a qui font des tentatives de suicide, enfin, c'est quand même assez... c'est un impact énorme, en fait. Et on Ce commence qui un petit vient peu... après, en fait, a Ouais, presque autant d'importance, quoi. c'est ça. En fait,
ce qu'il faut savoir quand on parle d'un événement, alors moi je parle d'événement potentiellement traumatique, parce qu'en Mhm, fait c'est pas l'événement qui fait trauma, mais c'est comment est-ce qu'il va être vécu par la personne. mhm. Et en fait, une personne peut vivre, enfin deux personnes différentes peuvent vivre le même événement, et il y en a une qui peut être traumatisée et pas l'autre. Ouais. Et une des choses qui va beaucoup jouer, c'est comment est-ce que ça va être reçu une fois qu'elle aura vécu l'événement. C'est-à-dire quel est le soutien qu'elle va Hmm. avoir. C'est intéressant parce qu'on Mm, aurait tendance à peut-être en premier abord à se dire oui, il y a une personne qui est plus forte que l'autre, mm, etc. Alors qu'en réalité, le traumatisme, il peut avoir des raisons plus de choses qu'on ne maîtrise absolument pas. mm. C'est les gens qui sont autour de nous, les institutions, les prises en charge, etc. Est-ce que on a eu des bonnes prises en charge, Mm. etc. ou pas? Ouais, c'est fou quand on y pense. Et si on écoute les témoignages des victimes, des personnes qui ont porté plainte, celles à qui ça s'est bien passé, où elles ont eu un retour, elles se sont senties comprises, elles se sont senties écoutées, elles se sont pas senties jugées. Parce qu'il y en a, c'est important de Il le y dire en a, aussi. voilà, c'est Voilà. important de dire, voilà, il y en a quand même. Et bah, elles ont vécu ça mieux. Alors Ouais. je dis pas que le traumatisme a disparu et qu'il n'y a pas de traumatisme, mais Non, ça permet quand même de diminuer, entre guillemets, la souffrance que exactement. si c'est une personne en face de vous qui remet toujours en question votre parole et qui limite vous accuse alors que vous venez pour déposer plainte. Euh, donc c'est super important et ça c'est au niveau du coup sociétal aussi, hein, mais la manière dont ça va être accueilli par à la fois les institutions et aussi l'entourage. Mhm. Sachant aussi que il faut savoir que quand une personne a vécu un événement potentiellement traumatique, elle peut après ça avoir une période ou des moments de dissociation. Donc Ouais. la dissociation, c'est quand vous avez en fait comme un espèce de déconnexion, on va appeler ça comme ça, entre votre esprit et votre corps. Donc Mhm. c'est-à-dire que physiquement vous êtes là, mais mentalement vous n'êtes pas là. Et donc souvent aussi ce qu'on retrouve, c'est que pour les personnes qui vont porter plainte, donc qui vont entamer une procédure judiciaire, elles racontent ce qui se passe, mais c'est tellement émotionnellement, c'est tellement fort qu'elles vont se dissocier. C'est-à-dire que elles vont être là physiquement, mais la manière dont elles vont parler, ça coïncide pas avec ce qu'elles sont en train de dire. Ouais, ça peut être presque robotique et Exactement. froid, et on se Tout dirait à genre, fait. attends, s'il t'est vraiment arrivé un truc, là, elle serait en larmes, elle serait ou en colère ou machin, et c'est pas la réaction que les gens ont en face d'eux. Ça veut pas dire Mm, que c'est pas vrai, ça veut pas dire que c'est pas normal comme réaction, ça peut être un des cas de figure, en fait. mm. Tout à fait. Et exactement comme tu as dit, le problème c'est qu'en face, les personnes, ils savent pas, ils connaissent pas forcément ces concepts-là. Mhm. Et du coup, il y a une personne qui parle de son agression, de son viol, comme si elle racontait sa liste de courses. Ils vont se dire, mais c'est pas vrai ce qu'elle raconte. Hein, hein. Et ils peuvent lui renvoyer ça aussi. Ouais, Et c'est pour ça, à nouveau, que c'est important pour moi de partager tous ces tout mécanismes-là à fait. psychologiques, parce qu'une fois qu'on a conscience de ça, eh ben, on peut réagir différemment. Exactement. En fait, c'est Euh, juste une interprétation, mais qui vient d'une méconnaissance mm, du fonctionnement de l'esprit humain. exactement. Mais du coup, quand il y a ça en face, bah, les personnes, elles peuvent en venir à douter aussi d'elles-mêmes. Mhm. Et peuvent avoir l'impression qu'on les prend pas au sérieux. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui peut augmenter la souffrance psychologique. Ah oui, parce que là, tu renforces aussi Mm, culpabilité, tu renforces la honte, tu renforces ce que la personne essaie de se dire. Enfin, elle ressent ce qu'elle ressent, mm, et pourtant, une part d'elle commence à se dire, genre, oui, en fait, t'exagères, ou bien c'est pas si grave que ça, ou bien, en fait, j'ai peut-être mal interprété les choses, parce que mm, il y a, je pense que cette graine du doute, alors je dirais pas qu'elle est là à chaque fois, mais en tout cas, elle doit être là assez régulièrement dans la tête des mm. victimes. Et Oui. plus l'entourage l'arrose, cette graine du Mm, doute, et plus il peut y avoir des conséquences où justement la personne commence à douter d'elle-même et crée cette dissociation entre une partie d'elle qui a vécu ce trauma et qui sait que c'est réel, et
une autre partie d'elle qui essaie de rationaliser par-dessus et de diminuer, etc. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu observer chez certaines Oui. personnes qui avaient vécu des traumas Mmh. quels qu'ils soient. Mais tu confirmes ça? Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Et aussi, surtout que si la personne, au moment de la violence, de l'agression, a été en dissociation, c'est-à-dire que son esprit n'était plus dans son corps. Alors c'est très schématique, hein, mais je vous dis ça pour que Ouais. vous compreniez mieux. Souvent, les personnes, elles disent qu'elles avaient l'impression de se voir en fait au-dessus, comme si Mhm. elles regardaient la scène au-dessus, incapables de bouger, incapables de se défendre. Et du coup, elles se disent, mais si j'ai réagi comme ça, c'est peut-être de ma faute aussi ce qui s'est passé. Parce que je me Mhm. suis pas défendue. Et en fait, après, elles s'en veulent, elles culpabilisent. Et après, si on leur dit, oui, ben, vous auriez pu vous défendre, ah, mais pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous vous êtes pas défendu, et ben ça rajoute encore plus Ouais. à cette culpabilisation-là. D'autant plus aussi si il manque des souvenirs. Si Oui. par exemple, parce que dissociation peut créer aussi une amnésie traumatique, donc on oublie une partie de l'événement, et ça peut être vraiment source de souffrance aussi, de ne pas se souvenir ce qui s'est passé, on doute de sa propre réalité. En plus, si la personne en face, quand je vous parlais de la confrontation là, lui, il se souvient, mais il peut aussi dire ce qu'il a envie de dire. Et du coup, bah, les policiers vont aussi se baser sur ça. Et vous, vous avez un trou dans votre Ouais. soirée, vous savez pas ce qui s'est passé. Euh, donc, il y a plein de mécanismes en fait psychologiques. C'est fou, hein? Mm, C'est fou parce que tu vois, quand tu me dis tout ça, et je m'excuse de t'interrompre, mais mm, ça marque là quand t'en parles. Je me dis en fait, parce que toutes ces dissociations, ces amnésies, ce genre de choses, c'est notre corps, enfin notre cerveau, notre corps, notre évolution qui a appris à faire ce genre de choses pour nous protéger. mhm, D'accord? Donc d'un côté, on a ces mécanismes qui sont pas des dysfonctionnements, qui sont des fonctionnements normaux d'événements traumatiques, d'agressions, etc. On a évolué pour réussir à se protéger de ce genre de choses. Mais tu vois, je vois un énorme décalage entre cette protection physiologique et justement le processus judiciaire, etc. Et j'ai l'impression que ces deux entités fonctionnent l'une contre l'autre. C'est-à-dire que la protection physiologique de notre corps, etc., va justement créer des dissociations donc qui vont être mal comprises mm, potentiellement par des institutions en face, des amnésies qui vont justement aussi renforcer des doutes, etc. Et en fait, c'est un petit peu comme si cette institution attendait des choses qui ne sont pas dans le mm, fonctionnement réel de la psychologie humaine et qu'il y a un décalage entre les deux mm, qui pourrait, à mon avis, être comblé énormément par simplement des meilleures connaissances de l'esprit humain, etc. Hein. Je pense pas que ça soit incompatible du tout, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je regarde ces deux choses, et ça vient de quelqu'un qui n'est absolument pas expert dans ce domaine-là, mais c'est vraiment une observation extérieure, je me dis, il y a un truc qui s'emboîte pas, quoi, ça colle pas mm, ensemble, là. mm. Je sais pas ce que tu en penses Oui, oui, de tout à fait, ça. je suis totalement d'accord avec toi, parce que c'est créé, c'est fondé sur, pas sur une réalité psychologique, en fait, je sais pas si on C'est peut dire ça? ça comme ça, mais Ouais, si, si, je pense que c'est exactement ça. et du coup, ça crée ces décalages et ces incompréhensions aussi, des 2 côtés. Et après, il y a toute une dimension, sociétale, normée, Mhm, culturelle aussi bien sûr. qui joue. Notamment des croyances du sens commun qui vont aussi participer à tout ça. Mais ils ont quand même commencé, alors je sais pas depuis quand, mais ça doit faire quand même pas mal d'années, hein, à former les, euh, les policiers, les gendarmes, les personnes sur le terrain sur toutes ces notions-là. Donc à voir, j'ai pas regardé en détail un petit peu s'ils ont fait des enquêtes et les résultats que ça peut donner. Euh, mais enfin voilà, moi je pense vraiment que si, s'il y avait plus de formation à ce niveau-là, ça permettrait beaucoup de soulager la souffrance et aussi peut-être des meilleurs résultats au niveau des procédures. Euh, mais bon, ça c'est ça, c'est encore. Ouais, non, mais c'est important et Mm, c'est pas pour blâmer le système ou etc. Moi, je pense que quand
on parle des problèmes et qu'on fait face à la réalité des choses, c'est aussi comme ça qu'on peut améliorer les Oui. choses. Donc, à Mmh. un moment, c'est pas du tout, c'est juste une observation de ce qui est aujourd'hui et qu'il y a encore Mmh. des lacunes sur ces prises en charge et que c'est malheureusement les victimes qui en font qui payent le prix de Bah, c'est ça. ça. Mmh. Et je suis assez confiant pour dire qu'en tout Mmh. cas, on essaie d'aller dans une direction où il y a plus de formation qu'avant, il y a plus Mmh. de compréhension qu'avant, et que c'est lent, certes, mais bon, ça, c'est tout changement, sera toujours Oui, de toute ça façon oui. lent. Et j'en suis vraiment désolé pour tous ceux qui passent par ce processus quand c'est pas fait. Mais j'espère que Mmh. ça va aller qu'en s'améliorant et que petit à petit, ce Mmh. processus, à travers justement ce que tu es en train de faire là dans ce Mmh. podcast, ça fait partie aussi de ça. C'est que plus on comprend comment ça se passe et plus on a aussi une compréhension des réactions, des implications et Mmh. des conséquences que ont tous ces Mmh, processus-là, mmh, quoi. mmh, mmh. Oui, puis c'est d'autant plus aussi ça pour des personnes qui portent plainte 20 ans, ou je sais pas, 10 ans après les faits. Ouais, Et qui, on va leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant? Donc là, il y aurait plein de raisons derrière pourquoi on n'a pas porté plainte avant. bien sûr. Par exemple, on n'avait pas conscience à l'époque que c'était des violences, parce que ça, N'hésite c'est pas à parler un aussi... tout petit peu plus fort. Je sens que tu as baissé un Oui, peu le oui, niveau de pardon. ta voix. Ouais, excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Je disais quoi? Oui, de ne pas avoir conscience que c'était des violences. Aussi parce qu'il y a la honte et la culpabilité qui fait que ben, on n'ose pas en parler. Mhm. On sait aussi que, bah, comme là j'ai commencé à l'expliquer, hein, c'est très difficile comme processus et on n'est pas forcément bien accueilli, entre guillemets. Donc ça donne pas envie de porter plainte. Aussi, si dans le cadre familial, ben, en fait, on veut pas que ça se sache, on veut pas, voilà, des personnes autour qui vont faire une espèce de pacte pour leur dire qu'il faut pas en Mhm. parler, sinon on va te virer de chez toi, ou sinon tu fais plus partie de la famille, ce genre de Oh, choses. Et ah, puis ça peut d'accord. être, ouais, ça peut être aussi pour protéger aussi les proches. Ouais. Pourquoi les victimes parlent pas? Comme on a dit, on a commencé à dire un peu tout à l'heure, hein, parce que on veut aussi les protéger, parce qu'on se dit qu'ils qui seraient pas capables à entendre la vérité ou que ce serait trop dur pour eux à porter. Et donc, on veut les protéger de ça. Ouais, puis peut-être Euh, peur des conséquences aussi de ce que oui, oui, tout à fait. ça va remuer en Mm, fait, mm, parce que c'est la réalité. mm, Ce genre de choses va avoir des conséquences dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien euh, des victimes. Comme mm, tu le disais, c'est malheureusement souvent des personnes proches ou de mm, mm, l'entourage, d'une manière ou d'une autre, et ça chamboule des fois mm. complètement des familles, Ouais, tout à des fait. environnements professionnels, ou peu importe. Et euh, peut-être que beaucoup de personnes ne font pas le pas par peur de Mm, créer des conséquences, en fait. mm, mm, mm. Oui, tout à fait. Oui, oui, comme tu disais, ça peut complètement des familles qui se détruisent ou qui s'effritent et la personne ne veut pas prendre ça sur son dos parce qu'elle a déjà le traumatisme, donc Ça voilà, fait ça va, beaucoup hein, déjà. ça fait beaucoup, ouais, ça fait Ouais. beaucoup. Donc, mais du coup, d'autant plus si c'est arrivé il y a plusieurs années, là, en fait, toute la procédure judiciaire, si la personne n'avoue pas et dit que soit elle était consentante, soit que ça s'est jamais passé, bah, en fait, ça va être beaucoup parole contre parole. Et que s'il n'y a pas Hmm. de choses qui servent de preuve, entre guillemets, ça peut aussi accentuer la difficulté de la procédure judiciaire. Parce que, Ok, ouais. et au bout d'un moment, il y a des victimes qui disent, mais en fait, je peux plus, c'est trop. Enfin, ça demande énormément de ressources et d'énergie de se battre aussi Mhm. pour être reconnu. Surtout qu'à la fin, j'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a très très peu d'affaires qui aboutissent en Ouais, procès et ça qui c'est sont jugées. ça c'est un vaste sujet. Voilà. Mais Restons du coup, concentrés sur ouais. le. Pour revenir sur... donc j'en étais où? Oui, la première enquête des gendarmes, des officiers de police. Donc plusieurs actes qui vont être faits. À l'issue de ça, Ouais. en fonction des résultats de l'enquête, donc ça va être envoyé au procureur de la République. Et c'est lui Mhm. qui va décider ce qui va se passer après. Donc soit il se dit il n'y a pas assez d'éléments, donc on classe l'affaire sans suite. Soit il se dit bah, il y a quand même assez d'éléments, donc là
il saisit un juge d'instruction et une nouvelle enquête va commencer. Ok. Donc déjà, il faut savoir à partir de ce moment, là où on dit à la victime, bah, c'est classé sans suite parce qu'il n'y a pas d'éléments. Déjà là, ça peut faire beaucoup de mal pour la personne. Donc si ça continue, si on passe avec le juge d'instruction, il y a une deuxième enquête qui commence Ok. par le juge d'instruction. Et là, rebelote, audition de la victime, de la personne accusée, confrontation, encore une confrontation avec l'agresseur. Et à nouveau, bah, comme je disais pour la première enquête, bah, ça peut augmenter la souffrance psychologique, retraumatiser. En plus, on répète des trucs qu'on a déjà répétés. Donc la répétition à chaque fois de ces traumas, bah, c'est pas facile non plus, c'est pas évident. Non. Et puis il y a plusieurs mois qui ont pu se passer, voire plusieurs années, hein, entre-temps. Donc il y a aussi, enfin pour les victimes qui elles veulent aussi se rétablir, passer à autre chose, en fait d'avoir cette temporalité-là judiciaire, ça peut, comme s'il y avait quelque chose en suspens et ça peut rendre encore plus difficile le rétablissement psychologique. Parce qu'en fait déjà on est toujours dedans. Alors même si c'est pas tous les mois hein, que vous avez des rendez-vous, mais psychologiquement vous savez qu'il y a ça qui est Ouais. présent. Et puis elles ont des attentes aussi de la part des institutions Mhm. qui puissent les protéger, qui puissent les écouter, qui puissent rendre justice. C'est un peu Bien ça sûr. l'objectif. Et donc des attentes qui peuvent se confronter à la réalité, qui vont du coup pas être forcément comblées, Mhm. d'où l'augmentation de la souffrance. Donc on est donc il y a l'enquête du juge d'instruction. Après ça, le juge d'instruction du coup il décide ce que va donner l'enquête. Si à nouveau il y a des éléments ou pas, assez d'éléments. Si il décide qu'il n'y a pas assez d'éléments, qu'on peut pas aller plus loin, ça va être un non-lieu. Donc hop, ça s'arrête. On peut décider aussi que la personne, l'accusé, n'est pas, on appelle ça une irresponsabilité pénale. Donc ça veut dire qu'il n'est pas pardon, qu'il, Responsable de ses actes, c'est ça? voilà, merci. Mhm. Par exemple, parce qu'il y aurait des troubles psychiques ou autres. Donc il n'est pas reconnu, enfin il est reconnu pénalement irresponsable. Mhm. Et puis sinon, ça peut être, on vous renvoie au tribunal et donc là, un procès va commencer. Donc là, vous voyez, Ouais, ça fait déjà. là, on a une première enquête, une deuxième enquête, et après, on peut peut-être avoir un procès. Mais durant ce parcours, donc, on n'est pas tout seul. Justement, ce que tu disais, c'est que il y a des psychologues, il y a des gens qui accompagnent durant ce processus. Oui, non, comment ça se passe en Alors, réalité? en réalité, non. Non? Quand Ok. je parlais des psychologues, c'était au tout début si la personne, par exemple, fait un examen médico-légal. D'accord, ok. Parfois, il y a des psychologues dans les gendarmeries, dans les commissariats. Ok. Donc des psychologues qui sont là pour les personnes qui portent plainte. Ok. Mais c'est pas toujours le cas. D'accord. Donc ça peut être aidant. Mais après, sinon, il n'y a rien qui est mis en place par le système judiciaire pour accompagner les victimes. Durant le processus. Durant le processus, si elles veulent être Ok. accompagnées, elles doivent le faire par elles-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que D'accord, ok, je comprends mieux. elles peuvent être orientées. Parfois, il y a peut-être des Hmm. gendarmeries, bon, ils ne le font pas tous, hein, mais elles peuvent être orientées vers des associations, par exemple, Ouais. des stations d'aide aux victimes. Mais sinon, il y a rien qui est mis en place, hein. D'accord, ça reste forcément externe, quoi. Oui. Ok. À revérifier si les psychologues des gendarmeries peuvent accompagner en dehors des rendez-vous que la personne a à la gendarmerie. Ça, je ne sais pas trop. Je pense pas, mais à revérifier. De toute façon, ça restera une pratique extérieure, en fait. C'est juste qu'il la prendra en, en accompagnement, mais ce sera, s'il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'accompagnement psychologique encadré par le système judiciaire Non, pour accompagner les non, 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 victimes non. durant leur processus. Ok. Non, non, non. Après, comme je disais, ils peuvent les orienter vers des associations autres. Mhm. Mais enfin, moi, des personnes que j'ai vues et de ce que j'ai entendu, c'est les personnes qui ont, de par elles-mêmes, ont été cherchées. D'accord. Ou alors, c'est leurs médecins qui Mhm. qui les ont orientés.
Donc après, ça peut être soit voilà, des associations spécialisées, ça peut être des psychologues en dehors, Mhm. libéral par exemple, ou alors des psychologues du service public si on est en CMP ou autre. Mais après, il faut aussi que les personnes, comment dire, que les professionnels. Alors, si c'est des associations spécialisées, elles vont savoir, elles sont formées. Mais si c'est des professionnels hors système, il y en a qui n'ont pas forcément conscience de tout ce que je t'ai dit là, de tout ce qui est Ok, victimisation secondaire, d'impact du procès, enfin pas du procès, de la procédure judiciaire sur les ok, victimes. ok. Donc idéalement, trouver quelqu'un qui connaît en plus un peu le Mm, processus judiciaire et les problématiques qui vont venir. Donc mm, mm, mm. qui est un peu spécialisé, entre guillemets, Oui. dans Ouais, ce qui s'y domaine-là, connaissent au moins, ça peut aider. Ouais, ouais, ça peut Ok. aider. Et donc, à titre personnel, je vois tout à fait l'intérêt de, vu le challenge que ça représente, les traumas potentiels qui peuvent Mm, s'ajouter durant le processus, etc. Je comprends à titre personnel pourquoi se faire accompagner dans ce processus. Ça peut être intéressant, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, je suppose que tu le conseilles de se faire accompagner dans ce mm, processus, quels seraient un peu les bénéfices, entre guillemets, ou en tout cas, comment ça peut améliorer peut-être le processus, pourquoi ça le fera? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos Alors, là-dessus? il y a deux choses différentes. Mhm, Différentes. Je différencie améliorer le mhm. processus et apporter un soutien à la personne. D'accord. Parce qu'en soi, améliorer le processus, c'est compliqué. On ne peut pas Ouais, changer ouais, je suis d'accord. Ouais. comment est fait la procédure. Ce qui peut être fait, c'est informer la personne de la procédure judiciaire, l'informer sur ses droits. Euh, et ça, du coup, ça peut être fait à nouveau par des professionnels qui s'y connaissent ou par les associations. Ça peut être aussi l'orienter vers des avocats, des juristes, Mhm. parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, hein, de prendre un avocat, c'est aussi un investissement. Ouais. Alors, tu peux parfois bénéficier de l'aide juridictionnelle, mais c'est pas forcément le cas. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'on peut la bénéficier ou pas. Non, ça c'est Euh, pas voilà, notre ça job. c'est voilà. Mais, euh, mais voilà, ça c'est les choses qui pourraient permettre d'améliorer, tu vois, en orientant la Ouais. personne, en lui donnant des informations, en lui donnant le contact de professionnels. Mais en soi, sinon, c'est plutôt pour elle déjà. Alors, du coup, ça c'est vraiment le cœur aussi de mon mémoire, c'est Mhm. comment est-ce qu'on va accompagner Ouais, c'est ça. une personne, faire une psychothérapie avec une personne qui est à la fois à des signes du trauma lié aux violences sexuelles et en même temps lié à la procédure judiciaire. Ouais. Donc là, moi, je vais me concentrer plus sur l'accompagnement lié à comment dire, la procédure judiciaire parce que l'accompagnement spécifique pour se rétablir de ces traumas liés aux violences sexuelles, c'est un peu différent. Ok. Enfin, on peut faire les deux en même temps, mais je vais pas m'attarder sur ça en fait. Ouais. Parce que là, ce serait des thérapies. En plus, à nouveau, je vous invite vraiment à écouter les épisodes sur le trauma si c'est des choses Tout à qui fait. vous Là, on en a intéressent. beaucoup parlé. Ouais. Voilà, on en a beaucoup parlé sur différentes thérapies possibles. Donc, accompagner une personne qui est en procédure judiciaire. Mhm. Déjà, premier élément, c'est ce qu'on va appeler soulager la souffrance psychique, psychologique. Donc d'avoir une personne en face de vous qui a une posture bienveillante, qui est dans l'empathie. Moi, ce que j'avais étudié dans mon mémoire, donc j'avais étudié trois types d'interventions, on appelle ça des interventions psychothérapeutiques, mais c'est en gros, c'est Ok. des actions qu'on va faire avec la personne, une manière d'être avec la personne. Donc j'avais étudié la posture de psychologue humaniste, donc c'est un type de Ok. psychothérapie et psychothérapie humaniste. Et en gros, c'est basé sur trois éléments principaux, qui est l'empathie, donc de pouvoir être capable de se mettre à la place de la personne et aussi de lui renvoyer qu'on est empathique et qu'on essaie de comprendre son point de vue et ce qu'elle ressent. Il y a ce qu'on appelle le regard positif inconditionnel, c'est-à-dire qu'on on n'est pas dans le jugement, on ne va pas juger la personne, on est plutôt dans l'idée qu'on va croire ce qu'elle nous dit. Alors là, on est bien d'accord que je parle en tant que psychologue. C'est-à-dire Oui, que tout à nous, en fait. tant que psychologue, notre rôle, c'est pas de nous dire c'est quoi la vérité. Ça, c'est la justice. C'est la Oui, justice qui 100%. décide, voilà, s'il y a eu agression ou pas, s'il y a eu violence ou pas.
Donc là, je vais parler moi personnellement, mais je Mmh. pense qu'il y a d'autres psychologues qui me rejoindront là-dessus. Euh, Moi, je vois mon rôle de s'il y a une personne qui vient me voir parce qu'elle me dit qu'elle a été victime d'une agression ou de violence, je vais la croire. Et je vais pas remettre en question sa parole. Non, parce que de toute façon, tu es là pour aider la personne qui est en face de toi. Sa réalité, c'est ça. Mhm, exactement. Point final. Mm, mm, mm. Donc, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la remise en question de sa parole. Mmh. Et puis aussi, quand on parle de regard positif inconditionnel, c'est de croire aussi en la possibilité, la capacité de la personne d'évoluer, d'aller mieux. Mmh. Donc d'avoir une dimension aussi d'espoir, voilà, pour la suite. Et le troisième élément, c'est ce que on appelle l'authenticité du psychologue, c'est-à-dire que on va aussi renvoyer à la personne une certaine authenticité et pas être dans le faux. Donc, un exemple que je peux donner que j'ai pu faire, c'est d'exprimer bah, quand par exemple on m'a raconté la manière dont la personne a été traitée par les officiers de police, de dire que ça c'est pas normal, que voilà ça devrait pas être comme ça et du coup de pouvoir renvoyer ça en fait à la personne. Et c'était vraiment ce que je pensais. Voilà, c'est de dire ce qu'on pense en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment d'exprimer ça. Et en fait, j'ai pu constater vraiment que cette posture, qui est pour moi la posture de base de tout psychologue, ça va permettre à la personne de se sentir écoutée, de se sentir comprise. Ça va lui permettre de se sentir soutenue, Mmh. sachant que comme on l'a vu et comme on l'a expliqué, on voit comment la manière dont l'entourage ou les institutions peuvent recevoir la parole de la personne, et bien en fait qu'elle ait au moins un espace, si tout le reste C'est autour ça, ouais. ne la prend pas en compte, qu'il y ait au moins cet espace-là où elle peut dire ce qu'elle veut sans avoir peur qu'on la juge ou qu'on remette en question ce qu'elle dit. Et en fait, ça rejoint au fait de satisfaire finalement les besoins des victimes qui ont besoin de reconnaissance, besoin de réconfort, besoin aussi de se sentir entendu, prise en compte. Euh, Parce qu'il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se sentent aussi abandonnés par le système, par les Mmh. institutions. Et donc d'avoir un ou une professionnelle qui indirectement va représenter l'institution et de sentir que bah, cette personne, elle est là, bah, ça aide beaucoup déjà Ok. sur l'amélioration de la souffrance. Et puis ça peut être ce qu'on appelle des thérapies de soutien, c'est-à-dire d'être Ouais. rien que d'avoir un espace de parole en fait, où je peux parler de ce que je ressens, de ce qui se passe. Ça, c'est déjà aussi quelque chose qui aide énormément. T'as des questions sur cette première-là Non, non, en fait, bah, je vais vraiment paraphraser en fait ce que tu as dit. Je suis totalement conscient que je vais répéter exactement ce que je t'ai dit, ce que tu as dit, mais ça me permet, moi, d'être bien sûr que j'ai bien compris. Et en fait, l'accompagnement psychologique durant cette période de challenge, en fait, elle va apporter ce que tu ne vas potentiellement pas retrouver dans ton entourage, dans le système judiciaire, dans ce genre de Mm, choses qui malheureusement sont des points essentiels pour une bonne guérison et pour que les choses se passent au mieux. Je veux mm, dire bien, mais au mieux, en tout cas. Et comme ces choses-là, on ne peut pas vraiment compter sur nos proches, sur le système pour y répondre, parce que la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça et mm, qu'on peut vouloir autant au monde que les choses soient différentes et que tout le monde nous accompagne de la bonne manière et que mm, on soit écouté de la bonne manière, etc. La réalité, c'est que c'est pas toujours le cas et c'est pas mm, forcément de la faute de quelqu'un qu'on peut pointer du doigt, etc. C'est plus compliqué que ça. Mais que en fait l'accompagnement durant ces périodes-là, il est important parce que justement, c'est comme tu dis, tu l'as très bien dit, c'est au moins un endroit mm, où ces besoins fondamentaux que l'on a quand on est victime mhm, et quand on a besoin de se remettre un peu debout et de continuer à tenir debout parce que c'est ça, on va devoir tenir debout mm, un bon moment là oui, et ça va être dur, et ben ce soutien-là, au moins il aide à combler cette mm, partie qui est difficile en fait à combler dans ce processus. Voilà. Tu me dis ouais. si j'ai bien compris, Ouais, ouais, tout à fait, mais exactement. Je dirais que ça, c'est une partie du coup de ce que ouais. j'évoquais. Après, en tant que psychologue, ouais, il y a toujours cet aspect aussi de soutenir psychologiquement, tu vois, la personne. Mhm, bien sûr. Donc, c'est pas
uniquement, entre guillemets, pour combler, tu vois, un manque des Tout institutions à ou de fait. l'entourage. Tout à fait. Tu as raison de le Ça, préciser, ouais. ça permet ça quand c'est pas présent, mais il y a aussi autre chose derrière dans cette posture-là. Ok. Ensuite, deuxième élément, donc moi j'avais étudié trois éléments. Ouais. Deuxième élément, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon de la psychoéducation. Donc Mhm. en gros, c'est que, comme on fait là, comme je fais avec le podcast, comme je fais sur le compte Instagram, c'est tout simplement de partager des connaissances sur le fonctionnement psychologique de l'être Ouais. humain. Et donc là, c'était spécifié psychoéducation sur les conséquences psychologiques des violences sexuelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a en face de nous des personnes qui bah, sont dans la compréhension de leurs ressentis, de leur vécu, qui peuvent aussi se sentir honteuses, qui se sentent coupables. Et donc, moi, j'étais partie du principe que grâce à la psychoéducation, ça permettrait de diminuer un petit peu la culpabilité. Parce que si on Oui, comprend tout à fait. mieux pourquoi est-ce qu'on a été dissocié, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se défendre, pourquoi est-ce qu'on se souvient plus de ce qui se passe, et pourquoi aujourd'hui on a des images, des flashbacks de l'agression, et on a l'impression d'être folle aussi, parce que Mhm, ça c'est mhm, ce que j'entends aussi parfois, cette impression mhm. d'être folle, de ne pas comprendre ce qui se passe. Eh bien, si on explique que c'est des réactions finalement normales de l'organisme et que finalement bah, tous les êtres humains fonctionnent comme ça, et même parfois des animaux. On avait parlé de l'opossum dans le dans le C'est vrai. l'épisode sur les traumas. Donc là, Ouais. je vais pas rentrer dans les détails hein, de ce que j'explique parce qu'à nouveau, voilà, Non, mais on je en a pense que parlé dans notre l'épisode sur les outil. traumas est un super Ouais. Mm, mm, complément mm. pardon, de cet épisode, hein, vraiment, hein. Ouais, tout à fait. Et donc expliquer, voilà, donc d'une manière qui soit accessible pour que les personnes, voilà, comprennent au mieux les mécanismes psychologiques, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi les personnes réagissent comme ça. Donc il y a à la fois ça qui va permettre du coup de rassurer aussi les Mm. personnes, de se dire que bah, finalement voilà c'est normal, j'ai réagi comme ça parce que bah, c'est un mécanisme de défense de mon cerveau, même si je trouve que c'est qu'il aurait pas dû réagir comme ça, mais voilà, il a réagi comme ça. Bon après je dis pas que avec ça vous avez plus aucune culpabilité, bien sûr que non. Ça c'est un travail qu'on peut faire, Non, mais ça peut mais déjà la être aidant. compréhension, Oui. c'est quand même Mm, 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 une mm. sacrée partie de la construction, on va dire. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis, psychoéducation aussi sur la thérapie et le processus thérapeutique en lui-même. Ouais. Et ça permet aussi de donner de l'espoir en fait aux personnes qui peuvent avoir l'impression qu'elles vont toujours rester comme ça, que ça va pas changer. Euh, à nouveau que j'ai qu'elles se sentent folles, qu'elles vont rester folles. Et en Mhm. fait, en expliquant le processus, en expliquant qu'il y a des solutions, il y a une possibilité, on explique aussi ce qu'on fait comme type de thérapie qui peut être aidant. Euh, donc voilà, ça c'est pour le deuxième aspect sur la psychoéducation. Et le troisième aspect, c'est la préparation psychojudiciaire. Donc là, j'ai repris un terme, bah, je crois que c'est la seule autrice que j'ai trouvé qui a parlé justement de comment des accompagnements psychologiques pour les Une. personnes. Voilà, une. Ok. N'hésitez pas si jamais vous avez comment dire, ressources ou des livres ou des auteurs qui en ont parlé sur le sujet à nous le dire en commentaire. Alors, je suis preneuse. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, en gros, la préparation psychojudiciaire, alors on a un petit peu évoqué indirectement, mais ça va être tout l'ensemble d'interventions qu'on va faire pour préparer la victime au parcours judiciaire. Et donc là, on va retrouver par exemple de donner des informations sur la procédure judiciaire. Donc là, c'est plus une psychoéducation sur ton fonctionnement psychologique, mais c'est quelles sont les étapes, qu'est-ce qui va se passer, donc tout ce que j'ai fait là pendant le podcast. Une information aussi sur leurs droits, Mhm. quels sont vos droits en tant que victime, des aides disponibles, donc les orienter vers parfois du soutien juridique, vers des médecins, vers les centres sociales. Alors à chaque fois, c'est spécifique en fonction des personnes. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est que on oriente vers des avocats et d'être présente au premier rendez-vous, par exemple, avec l'avocat. Surtout pour les personnes qui n'ont pas d'entourage ou qui ont, enfin, personne au courant autour d'eux ou alors enfin,
ils ont pas reçu ce qu'ils auraient eu besoin des autres et que du coup ils sont seuls. Donc d'avoir Tu es là comme soutien, en fait, c'est ça? ouais, exactement, Ok. comme soutien psychologique et pour aussi préparer psychologiquement le rendez-vous, parce que aussi un rendez-vous chez l'avocat, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut aussi créer un peu d'anxiété. Ouais, j'allais dire, Euh, en fait, ce processus-là, il doit diminuer quand même un peu mm, l'anxiété, l'incertitude exactement, et cette espèce de brouillard qu'il y a en face où on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. tout à fait. Ben, j'avais postulé cette hypothèse-là, que la préparation psychojudiciaire diminue l'anxiété Ouais. liée au parcours judiciaire, parce que on sait que les êtres humains, quand ils savent pas ce qui va se passer, l'incertitude, tout ça, ça crée pas mal d'anxiété. Et donc, rien que de donner des informations, d'expliquer comment ça va se passer, et aussi de savoir que vous avez une personne qui est là du début jusqu'à la fin, en fait, Hmm. et que vous n'allez pas être seul, et que vous êtes accompagné dans ce processus-là, c'est aussi aidant. Et moi, il y avait une personne aussi qui m'avait dit, alors elle était accompagnée par quelqu'un d'autre, mais j'étais aussi venue pour ce premier rendez-vous-là. Rien que le fait d'avoir une professionnelle qui est là, ça donne aussi plus de, comment dire ça, de légitimité Mhm. à sa parole, en fait. Ouais, je comprends. Surtout que ça peut être des personnes je sais pas, qui ont vécu cet événement il y a 10 ans et qui se sont toujours dit que bon, bah, c'est pas si grave ce qui s'est passé. Auto-minimisation, en fait, de ce qu'on a vécu. Et en fait, de voir que bah, il y a des gens qui sont là, qui prennent ça au sérieux, de se dire que, mais en fait, j'ai vraiment vécu quelque chose de difficile, que j'aurais pas dû vivre. J'ai vraiment été victime, en fait. Donc rien qu'une présence, je parlais de la présence tout à l'heure, la présence physique. Hmm, Parce qu'en hmm, hmm. général, pendant ces rendez-vous, je parle pas forcément, hein. Parfois, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu parler, mais parfois, c'est juste, ok, je suis là, quoi, d'avoir cette présence-là qui peut aider. Ça, vous avez des associations aussi qui le font, comme France Victime. Voilà, après, regardez dans votre région aussi, dans votre département. Ok. Mais ça, il y a des associations aussi qui peuvent faire ça. Autre élément de la préparation psychojudiciaire, ça va être de vous préparer à chaque étape de la procédure. Donc, par exemple, si vous n'avez pas déjà porté plainte, parce que des personnes aussi qui peuvent venir qui sont en réflexion. Donc, on peut aussi travailler le fait de porter plainte, travailler cette demande-là. Et puis, vous préparer à l'audition, préparer Hmm. aussi à la confrontation, à la fois d'un point de vue émotionnel. Donc là, on travaille sur tout ce qui est régulation émotionnelle, mais aussi sur qu'est-ce que l'autre en face va pouvoir vous dire. Ouais, dans le discours aussi, avoir une Exactement, bonne communication, être sûr d'être bien compris. exactement. Tout à fait. Donc à la fois de vous quand vous allez vous exprimer, comment faire pour que ce soit au mieux possible, que ça vous serve le mieux, entre Mhm. guillemets. Et puis en fonction, on anticipe un petit peu ce que peut dire la personne en face, Ouais. comment réagir. Quand par exemple elle dit oui mais en fait tu le voulais, tu m'as pas dit non, ou ce genre de Hmm. choses, bah, comment faire pour que ça vous déstabilise le moins possible et que vous puissiez y répondre d'une manière qui soit le plus aidante pour vous après pour le processus. En fait, là, c'est carrément, on franchit la petite frontière du coaching, quoi. Le but, c'est d'être coaché un peu à se préparer au processus, en fait. Ouais, ça peut être ça, c'est vrai. Il peut y avoir une dimension, ouais, tout à fait de préparation mentale, Ouais, c'est ça, de coaching, je ouais. pense qu'il y a un peu quand même. Oui, exactement. Et puis ça peut être aussi après, voilà, quand Mhm. c'est passé, comment redescendre un petit peu. Désamorcer, tout Voilà, ça. Ouais, ouais. exactement. Donc de se concentrer aussi sur les ressources de la personne. Et moi, ce que j'avais fait aussi, c'est ce qu'on appelle un historique des faits. C'est-à-dire qu'on va Ok. reprendre les faits tels qu'ils se sont passés en détail, en fonction de ce que la personne se souvient. Et ensuite, on va transmettre ça en fait à l'avocate ou à l'avocat pour que le travail soit déjà Et un peu déjà fait. Et que du coup, la personne ait pu exprimer ça dans un endroit où, bah, avec une psychologue ou des personnes du coup professionnelles dans la santé mentale. Et ensuite, en fait, on écrit tout. Donc, il y a l'entretien, on écrit tout. Après, on leur transmet pour qu'ils valident. Et il y a certaines personnes où c'est aidant en fait de revoir ça bien hmm, structuré. t'aides la Euh, personne, en fait, à remettre les choses à leur bonne place. Exactement. De manière T'as- chronologique, en fait, dans Ouais, l'historique ouais, des faits, c'est ouais, qu'on ouais, je reprend vois. chronologiquement Ok. ce qui s'est passé. Et pour certaines personnes aussi, ça peut, en fait, ça peut être aidant à de se dire, mais ouais, en fait, on m'écoute.
Mmh, En mmh, fait, on me mmh. prend en compte. Et en fait, ce que je raconte, c'est vraiment, c'est vraiment pris en compte. Ouais, on peut le mettre Quand là on voit sur un ça. bout de papier, Voilà, on arrive exactement. à le rendre réel un petit peu, Mmh, entre mmh, mmh, guillemets, mmh. parce que c'est pas que ça l'était pas avant, hein, c'est juste que ça Mmh. donne une dimension, encore une fois, plus légitime, hein, c'est ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de ce sentiment-là Mmh. d'illégitimité qui peut être aidé par tout ce processus-là, effectivement. Ouais. Voilà. Ok, Donc voilà pour les waouh! 3 3 éléments que j'ai étudiés, par rapport à comment mieux accompagner, les personnes victimes. Super. Bah écoute, c'est super intéressant. Je regarde l'heure, je vois qu'on a fait un beau podcast, en plus sur un sujet qui est Ouais. bien, on va dire challengeant. Mmh, mmh, mmh. Donc, écoute, moi je te propose qu'on termine là-dessus. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve super intéressant d'avoir une meilleure compréhension de ce processus, qui avait beaucoup de zones d'ombre pour ma part, et je pense que je suis pas le seul du tout. Mmh mh. Donc j'espère que des personnes qui nous écoutent ont pu peut-être mieux comprendre ce processus, et puis Mmh. peut-être pour des personnes qui songeaient à rentrer dans ce parcours judiciaire ou à entamer ce genre de procédure, que ça leur permet d'avoir quelque chose de plus concret, de savoir Mmh. un petit peu qu'est-ce que c'est réellement, et pas uniquement d'être face à soi-même et son imaginaire, etc. Qu'il y a aussi des gens qui comprennent, Mmh. qui peuvent accompagner ce processus pour éviter qu'on soit tout seul face à ce challenge. Donc, à moins que tu avais encore quelque chose que tu voulais ajouter, un message que tu veux faire passer peut-être pour conclure cet épisode. Je pense que là, j'ai fait le tour. Je n'ai pas mal d'infos, donc aussi le temps Mhm. que que ce soit digéré. Voilà, j'espère que j'ai pu expliquer ça d'une manière, pas trop technique et que ça a pu être, Non, voilà. alors en tout cas pour ma part, c'était OK. vraiment très intéressant. Après, peut-être il y aura des questions qui viendront, Oui, n'hésitez pas, etc. hein, Voilà, par c'est ça. commentaire ou message, n'hésitez pas à revenir, revenir vers nous, poser Alors vos là, si c'est questions. des choses vraiment sur ce processus, sur ce trauma, je vous encourage vraiment à contacter Laure Mmh. directement, parce que clairement, c'est pas mon domaine d'expertise du Mmh. tout. Pour ceux qui savent pas ce que je fais, c'est vrai qu'on l'a pas dit au Ouais, départ, c'est vrai, etc. Mais moi, j'enseigne la méditation, je suis beaucoup plus dans le coaching et ce genre de choses. Alors, je suis persuadé que la méditation peut aider à calmer un petit peu ce processus dans certains domaines et tout ça, mais c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Donc, s'il y a des questions sur ce sujet-là spécifique, Mmh. Laure, il y aura son Instagram dans la description. Ouais. Contactez-la directement, ça sera la meilleure personne pour vous aiguiller. Et si par contre il y a des envies de plus éducatives, qu'on approfondisse certains Ouais. sujets, etc., alors là par contre, effectivement, avec plaisir pour peut-être parler un petit peu plus dans ce podcast. On a déjà fait le trauma, là on a fait quelque chose d'un peu plus spécifique. Mmh. On fait un petit peu ça, on fait des épisodes avec des sujets plus généralistes, et des fois Mmh. quand on voit que ça vous plaît, que vous avez envie d'en savoir plus, qu'on a envie d'approfondir, et ben on fait des épisodes un peu plus spécifiques, et on essaie de trouver des choses un petit peu plus ouais, c'est ça, spécifiques dans ces Mmh sujets-là. mh. Mmh. Tout à fait. J'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais à quel Mhm. titre on va donner au podcast. Enfin, à cet épisode. Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'on doit aussi jouer avec Si les algorithmes de YouTube, etc. Parce ouais et qu'on peut pas puis mettre tout. non, mais On va on va voir. essayer de trouver un truc pas trop long, parce que mon Ouais. titre de mémoire, serait beaucoup trop long, voilà et mais voilà, on va trouver ça. C'est voilà les pensées qui me viennent à Mais l'esprit, oui, effectivement, c'est une bonne question. On va y réfléchir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Laure. C'était super intéressant. Et n'hésitez pas aussi, si vous aimez bien ce format Mmh. d'épisode où on prend une expertise, bah là c'était l'or, on pourrait peut-être aussi avoir des expertises plus sur la méditation et ce genre de choses une Ouais, on fois. fait un épisode où je vais t'interviewer Euh, Yannick, Exactement. Normalement, c'est plus. Même si là, j'ai trouvé que c'était assez discussion quand même, Ouais, ouais, c'était mais sympa. Donc, si vous aimez bien ce genre d'épisode, faites-le nous savoir, parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on en fera plus. Si on n'a pas de mmh, retour, on ne sait jamais exactement ce qui plaît, ce qui plaît exactement. pas. Et nous, notre but, c'est aussi de faire des choses bah, vous avez envie d'écouter, quoi. Ouais, que Hein? ça serve un petit peu. Même si, nous, on aime bien faire ces conversations et que ça nous apporte aussi beaucoup, Bah l'idée que ouais. ça puisse aussi vous apporter.
Et si vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous Mhm. aidera aussi beaucoup. Partagez aussi autour de vous, surtout sur ces sujets-là. Je pense Ah, que clairement. beaucoup de personnes pourraient bénéficier. Donc voilà, partagez vos collègues, vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous taguer aussi si vous nous suivez sur Insta. Je sais qu'il y en a certains, ils vont se reconnaître qui nous suivent. Petit clin d'œil. Donc voilà, et de noter petites étoiles voilà, Ouais, sur les plateformes d'écoute. Et puis, si vous avez un sujet à nous proposer pour la fois prochaine, parce qu'on n'a pas encore décidé de quoi on va parler la non. prochaine fois, Yannick, n'hésitez pas aussi à nous le soumettre. Eh ben, merci beaucoup. Et puis à dans 2 semaines pour le prochain épisode alors. À dans 2 semaines. Ciao, ciao! Salut!